Bonsoir à toutes et à tous, c'est Amanti, j'espère que vous allez bien. Comme chaque mercredi soir, je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Le lundi 2 mai 2005, un corps carbonisé est découvert par un pur hasard par un couple de promeneurs qui se sont simplement arrêtés car leur chien avait une envie pressante. Le long d'une petite route départementale au nord d'Arras. Il faudra du temps aux enquêteurs pour identifier le corps comme étant celui de Sabine Guyot, 21 ans, mère d'un bébé de 10 mois, porté disparu depuis le week-end du 1er mai. Fausse piste, un orage dévastateur, une enquête qui piétine, voilà ce qui attend les enquêteurs. Nous sommes en 2022 et le mystère sur les circonstances de la mort de Sabine Guyot demeure inconnu. La jeune femme menait une vie sans histoire, la vie de madame et monsieur tout-le-monde. Une vie qui s'est malheureusement arrêtée au début du mois de mai 2005. Un tueur en série s'en est-il pris à la jeune femme ou est-ce un proche? Sabine avait-elle des ennemis? Retour sur le meurtre non résolu de Sabine Guyot. Un corps bien caché. Le lundi 2 mai 2005, un peu avant midi, un couple s'arrête le long de la départementale 937 aux alentours du nord d'Arras, entre Neuville-Saint-Vaast et Sainte-Catherine. Leur chien a une envie pressante. Ils arrêtent leur véhicule le long de la route et parcourent la départementale où une dizaine de voitures environ passent en fin de matinée. Le chien cherche ses marques pour faire ses besoins quand le couple approche du lieu-dit de la Target et remarque au loin un tas de terre fumant sur une petite zone agricole. Intrigué par la fumée, il s'approche. Au fur et à mesure que la distance entre eux et le tas de terre s'amenuise, se dessine une forme. Un pied humain dépasse du tas de terre encore chaud. La gendarmerie de Vimy est alertée et en 10 minutes, ils sont sur place. Arrivés sur place, ils ne peuvent que constater qu'il s'agit du reste d'un corps humain complètement calciné. Le corps est posé sur un dépôt agricole appelé du lysol, un mélange de boue et de craie qui permet d'assécher le petit monticule de terre. Sous l'effet de la chaleur, le corps s'est recroquevillé et s'enfonce peu à peu dans le monticule jusqu'à presque disparaître. Sa tête est penchée dans le monticule, les autres membres sont relevés. Selon certaines sources, la victime est retrouvée les mains attachées dans le dos. Avec la chaleur, les os ont éclaté. Du corps, il n'en reste malheureusement pas grand-chose. La crémation est déjà bien avancée. Il n'y a qu'une légère odeur d'hydrocarbures qui s'en dégage. La scène de crime est aussitôt gelée. Si les deux promeneurs n'avaient pas été là ce jour-là, des voitures seraient passées sans se rendre compte qu'un corps était en train de brûler dans ce petit tas de terre. Le corps aurait continué à s'enfoncer dans le monticule jusqu'à disparaître. Et la crémation aurait continué. Une question demeure. Qui est la victime? C'est le début d'une longue enquête qui encore aujourd'hui reste non résolue. Une enquête qui commence mal. Nous sommes en fin de matinée quand les experts sont appelés. Vers 13h, ils sont en route. Et manque de chance, un violent orage s'abat sur la scène de crime. L'orage ne dure pas, mais fait des ravages. Des traces, des éléments, des preuves ont été soit altérés, soit complètement effacés. Le tas de terre où gît la victime encore inconnue est gorgé d'eau. Les gendarmes tentent de préserver la scène de crime comme ils le peuvent en mettant des planches et quelques bâches. Mais le mal est fait. Entre le feu et l'eau, il ne reste que peu d'éléments. Les experts tentent malgré tout de récupérer quelques précieux indices. Il faut en premier lieu
identifier la victime, découvrir ce qui lui est arrivé et retrouver le coupable. Sur place, la médecin légiste estime que la victime est une adolescente, entre 15 et 17 ans. Des traces de pas sont découvertes, mais avec leur âge, elles sont complètement déformées et inexploitables. Ils trouvent aussi des mégots de cigarettes qui seront prélevés. Le lendemain, une information judiciaire pour assassinat de X sur X est ouverte. L'enquête commence. La première énigme à résoudre est de connaître l'identité de la victime, car dans 80% des cas, la victime connaît son agresseur ou son meurtrier. L'identification du corps et l'enquête. Il faudra 6 semaines aux enquêteurs pour faire le lien entre la disparition d'une jeune femme de 21 ans, Sabine Guyot, et le corps retrouvé brûlé au bord du champ. Le 7 juin, elle est enfin identifiée, car au départ, ils pensaient à une ado entre 15 et 17 ans. Donc, très naturellement, l'enquête s'oriente sur 2 jeunes ados, portés disparus en France ou en Belgique, un pays tout proche. 5 femmes ont disparu dans la région, mais elles sont beaucoup trop âgées. Une seconde autopsie est faite, et on va découvrir que la victime portait un stérilet, et que l'âge n'est pas le bon. L'enquête a donc commencé avec une mauvaise indication sur l'âge de la victime. Maintenant, c'est une femme entre 20 et 28 ans. À noter aussi que la disparition de Sabine Guyot n'a été signalée par sa famille que le 20 mai, et ça va aussi énormément ralentir son identification. Car Sabine disparaît le week-end du 1er mai. La jeune Sabine Guyot vivait à l'époque chez ses parents, dans le quartier des Plaintes à Liévin. Elle n'a pas d'emploi fixe et aime sortir dans les bars. Elle est jeune et profite de la vie. La jeune maman est séparée du papa de la petite fille de 10 mois. À ce moment-là, elle est en conflit avec la belle famille car elle cherche à avoir la garde de la petite fille. Le soir du 29 avril, entre 17h et 18h, elle dira à sa mère qu'elle sort car elle a un rendez-vous, mais sans en dire plus, sans dire avec qui et sans dire où. Et qu'ensuite, elle se rendra en discothèque. Sabine a l'habitude de découcher, de ne pas dormir chez elle après sa soirée, donc au départ, ses proches ne s'inquiètent pas. Sabine n'a ni téléphone portable ni carte bleue, ce qui va rendre difficile, voire impossible, la possibilité de retracer son parcours ce soir-là. La jeune femme connaît beaucoup de monde, elle est très sociable, et cela va rendre l'enquête encore plus complexe, car il faut retrouver toutes ces personnes et vérifier leur alibi. Une cellule d'enquête spécialisée est créée, elle s'appelle Home 62, et 8 gendarmes enquêtent sur l'affaire du meurtre de Sabine Guyot. Très vite, les gendarmes lancent un appel à témoins sur cette départementale très fréquentée, ce qui montre que rien n'a été fait pour cacher le corps. Il a simplement été posé là, sur le monticule de terre, auquel on a mis le feu. Des premiers témoins émergent. Ils diront avoir vu une lueur. Pour certains, c'est la nuit de vendredi, et pour d'autres, c'est le samedi soir. Mais ces personnes sont formelles et de bonne foi. Le corps de Sabine aurait-il donc brûlé pendant 2 jours, sous-entendant que le tueur est repassé allumer le feu. Dans le corps de Sabine, on va trouver des traces de strontium à un taux assez élevé, ce qui pourrait sous-entendre qu'elle est morte par noyade. Mais cela, je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo. On va également retrouver des traces de plomb, mais c'est en fait un plombage dentaire qui a fondu. 1 an s'est déjà écoulé, et 80 pistes sont exploitées sans que rien de concluant n'émerge. L'alibi des parents de Sabine est exploité, mais rien. Il en va de même pour la belle famille de Sabine, avec qui elle est en conflit pour la garde de leur fille. Un nouveau souffle.
Les années passent, mais rien. Après un non-lieu prononcé en 2015 faute d'éléments, l'année 2016 donne un nouveau souffle à l'enquête. Des témoignages permettent de rouvrir l'enquête en 2018. Il y a des rumeurs, des échos qui conduiront à 5 gardes à vue. La belle famille de Sabine est fortement soupçonnée, car il y a un conflit pour la garde de leur fille. Le beau-père et l'ex-copain sont soupçonnés du meurtre de Sabine. Mais les deux hommes ont un alibi et ne seront pas inquiétés. La piste d'un rôdeur est aussi exploitée, mais rien. Il en va de même pour la piste d'un tueur en série. La SR de Lille collabore avec le pôle d'investigation des cold cases et reprend tout le dossier depuis le début. Ce qui conduira au mardi 11 mai 2021, où le corps de Sabine est exhumé une nouvelle fois. Après tout, les techniques scientifiques ont évolué. De l'ADN ou de nouveaux indices pourraient très bien être retrouvés. À ce jour, et on en est sûr, les enquêteurs ont découvert la cause de la mort de Sabine Guyot, mais gardent la précieuse information pour eux. La section Home 62 existe toujours et ils se sont servis du logiciel Salvac pour relier la mort de Sabine à d'autres crimes. 3 crimes vont émerger. Le 3 mai 2006, Chantal Séguineau meurt frappée à la tête, les mains ligotées dans le dos, à Saint-Martin-du-Bois, au nord de Libourne en Gironde, mais le corps n'a pas été incendié. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2007, Jennifer Charon est également frappée à la tête et son corps sera en partie calciné dans un bois près de Royan. Enfin, le 19 avril 2008, une étudiante suédoise, Susanna Zetterberg, est retrouvée morte brûlée en forêt. Elle a aussi reçu 2 coups de feu en pleine tête. Pour ce crime, un homme, Bruno Cholet, reconnaît le meurtre de la jeune femme de 19 ans. Il sera interrogé pour les autres meurtres, y compris celui de Sabine, mais sera mis hors de cause. Encore aujourd'hui, 2 gendarmes restent affectés à l'enquête, prêts à écouter tous les témoignages. Le journal La Voix du Nord en reçoit certains. Celui d'un homme, parti à une brocante le 1er mai 2005. Il dira avoir vu une voiture sortir du lieu-dit La Targuette, là où le corps est découvert. C'est un fourgon couleur caramel immatriculé dans le Calvados. Une femme dira au journal avoir vu des flammes le samedi 30 au soir, et un homme est sûr et certain d'avoir vu des flammes le samedi dans la nuit entre 22h45 et 23h. Lui était en voiture ce soir-là, et il dira avoir aperçu des phares de voiture au loin et qu'il aurait laissé passer cette voiture au niveau du rond-point. L'homme sera entendu par les gendarmes. En ce qui concerne la durée de crémation, les témoins sont formels et campent sur leur position. Et ils n'ont aucune raison de mentir. Certains témoins diront avoir vu des flammes le vendredi soir et d'autres le samedi soir. Donc le corps de Sabine aurait brûlé du vendredi soir jusqu'au lundi 2 mai, jour de sa découverte. Mais cela veut dire aussi que le criminel serait revenu le samedi ou le dimanche pour réalimenter le feu. Et ça, pour les experts, c'est pas vraiment très pertinent. Pour eux, l'auteur a choisi l'endroit au hasard, a déposé le corps et a mis le feu, et est parti sans revenir. Rappelez-vous que le jour de la découverte du corps, le 2 mai aux alentours de 11h30 midi, les témoins sont attirés par le tas de terre car il émane de lui un peu de fumée. Et c'est en s'approchant du tas de terre qu'ils vont sentir une fine odeur d'hydrocarbures qui en émane. Il en va de même pour les enquêteurs qui eux aussi vont sentir cette petite odeur d'hydrocarbures. Le strontium, qu'est-ce que c'est ? Il y a 2 formes de strontium, une forme stable que l'on trouve sous plusieurs aspects. Dans des pierres sous forme de sulfate de strontium, dans la célestine par exemple, qui est d'un magnifique bleu ou mauve. Au contact de l'air, le strontium devient jaune-gris. Il y a aussi une forme instable, radioactive, qui a contaminé le ciel et la terre après les multiples catastrophes nucléaires.
Comme tous les isotopes radioactifs, il est capté par la nature et entre dans la chaîne alimentaire par les champignons qui ont capté la substance. Le strontium, qu'il soit radioactif ou non, possède les mêmes propriétés que le calcium. Dans notre corps, 99% du strontium est fixé dans nos os et nos dents. On s'en sert donc pour traiter l'ostéoporose. Et lorsque c'est un strontium radioactif, il se fixera aussi sur les os, provoquant tous les cancers qui y sont liés. On en trouve dans de moindres proportions dans la croûte terrestre à un taux de 0,034%. A contrario, dans l'eau de mer, des composés de strontium solubles se trouvent en assez grosse quantité. Donc, lorsque vous consommez des fruits de mer, le taux de strontium de votre organisme va augmenter. Mais il faut en consommer de grosses quantités pour que des effets néfastes pour la santé apparaissent. Par exemple, du rachitisme. On en trouve en moindre proportion dans l'eau douce et l'eau minérale. Elles en contiennent principalement par le ruissellement de l'eau dans les roches qui contiennent du strontium et par l'eau de pluie. Le strontium ne vient pas de notre Terre, car il se crée dans des conditions particulières. Il provient du cœur des étoiles. Lorsque celle-ci meurt, certains neutrons contenus dans son centre forment du strontium. Lorsque les étoiles se transforment en supernova, le strontium y est éjecté. Il en va de même si des étoiles de plus faible masse se muent en nébuleuses planétaires, elles expulsent les composés de strontium dans l'espace. Le strontium brûle assez facilement dans l'air et s'il entre en contact avec l'eau, il se transforme en hydroxyde de strontium, un puissant corrosif. Dans la vie quotidienne, on se sert du strontium sous plusieurs formes. Sous forme de chlorate ou de nitrate, il devient un colorant rouge utilisé dans les fusées de détresse et dans les feux d'artifice. Certains aimants de réfrigérateurs sont composés d'hexaférite de strontium. Le strontium a également remplacé le césium-133 dans la fabrication des horloges atomiques et dans les montres phosphorescentes. Comme il est présent en assez grande quantité sous forme soluble dans l'eau de mer, la médecine légale s'est intéressée au taux de strontium dans l'organisme pour savoir si une personne est décédée par noyade ou non. Il y a malgré tout un problème, car le taux varie d'une personne à l'autre. Le taux dans notre corps se situe entre 10 et 60 microgrammes par litre, en fonction de nos habitudes alimentaires, de l'eau minérale qu'on boit et de notre environnement. Pour connaître le taux chez les personnes décédées, on prélève du sang directement dans le cœur, au niveau du péricarde. Des expériences sont pratiquées pour être sûr de la fiabilité des mesures. En février 2008, un compte-rendu de la commission de toxicologie judiciaire est publié. Je vous mets le PDF en barre d'infos. Il est montré que des personnes décédées d'autre chose qu'une noyade avaient un taux de strontium de 13,6 microgrammes par litre en moyenne, avec un seuil max de 70 microgrammes par litre. La moyenne chez une personne vivante est de 60. Et chez une personne morte par noyade, le taux peut monter jusqu'à 500 microgrammes par litre, ça va dépendre du lieu de la noyade. Et s'il y a immersion après la mort, le taux oscille entre 15 et 80 microgrammes par litre. Mais pour être sûr qu'il s'agit bien d'une noyade, il faut un ensemble d'indices, comme la forme des poumons, s'il y a de l'eau dans l'estomac, et la présence de certaines algues. Donc la seule présence de strontium dans le corps de Sabine Guyot ne signifie pas qu'elle soit morte noyée. Il faut un taux de strontium très élevé pour en conclure, avec d'autres éléments. La pluie, le sol qui recouvrait le corps aurait très bien pu augmenter le taux de strontium post-mortem. Voilà, vous avez donc toutes les informations que j'ai pu récolter sur internet en ce qui concerne cette affaire non résolue. Une affaire qui malheureusement n'a pas dévoilé tous ses mystères. On ne connaît pas le nom du coupable de ce crime. Les circonstances de la mort de Sabine sont inconnues, en tout cas aux yeux du public.
Il en va de même de la raison qui a conduit Sabine à disparaître et à trouver la mort dans de telles circonstances. L'auteur de ce crime est parvenu à cacher le corps dans un lieu pas vraiment reculé, mais peu fréquenté. On peut donc penser qu'il habite dans la région pour connaître cet endroit et savoir qu'à certaines heures il n'y a personne et qu'il peut faire tout ce qu'il veut. On peut donc penser qu'il a placé le corps en sachant bien qu'il pourrait bien disparaître s'il y mettait le feu. On peut penser que la mort de Sabine est un malheureux accident et que dans sa fuite, l'auteur a vu le tas de terre, a placé le corps à l'intérieur et a mis le feu et ne serait jamais revenu. Il pensait peut-être que le corps ne serait jamais retrouvé, que l'hydrocarbure qu'il aura versé dessus et le fait qu'il ait placé le corps dans ce qui se rapproche à de la chaux vive aurait fait disparaître le corps en quelques jours. Mais par un pur hasard, un couple contraint à s'arrêter au bord de cette route pour promener leur chien qui avait une envie pressante, ont fait la macabre découverte. Cependant, l'enquête a joué de malchance, puisqu'un orage va effacer ou rendre inexploitables certains indices. Le feu et l'eau ont fait des ravages. Il aura fallu 6 longues semaines pour identifier la victime, un frein de plus à l'enquête, car les derniers témoins à avoir vu Sabine Guyot en vie ont peut-être malheureusement déjà oublié certaines informations. Le papa de Sabine est malheureusement décédé sans savoir ce qui est arrivé à son enfant. La fille de Sabine fêtera bientôt ses 18 ans et elle attend de savoir ce qui est arrivé à sa mère. En espérant que le temps déliera les langues et que les progrès scientifiques permettent de faire la lumière sur cette affaire criminelle non résolue. Celle d'une jeune femme de 21 ans, Sabine Guyot, maman d'une petite fille de 10 mois, qui avait encore tant à vivre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air pour me le faire savoir et à laisser un commentaire pour partager vos avis sur cette affaire criminelle non résolue. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour les actualités crimes et disparitions de la semaine. Prenez soin de vous et de vos proches et surtout, n'oubliez pas,